Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Hello, moi c'est Charlotte. Salut, moi je suis Claire. Moi c'est Clotilde. Moi, c'est Guillaume. Moi, c'est Marion. Je m'appelle Sarah. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, on va faire un pont dans l'entrepreneuriat et on va parler de quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Tu l'as certainement déjà vu dans le titre, mais justement, on va aller plonger là-dedans. Et comme tu as pu l'entendre dans l'introduction, je suis hyper contente parce que pour cet épisode, je ne serai pas seule. Plusieurs entrepreneurs ont accepté de témoigner sur ce sujet assez épineux. Et du coup, tout au long de l'épisode, je te partagerai à la fois mes pensées, mes conseils, etc. sur le syndrome de l'imposteur et également les témoignages que j'ai pu récolter. D'ailleurs, si toi aussi tu aurais aimé pouvoir donner un peu de ta voix pour cet épisode, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je te partage mes idées et ces appels à participation. Donc comme j'ai déjà prévu d'autres épisodes où ça me ferait super plaisir d'avoir des personnes qui pourront intervenir avec moi, bah, suis-moi sur Instagram @lestinweb, tout est dans la description si tu veux en savoir plus. Alors, pour commencer cet épisode en bonne et due forme, on va parler d'abord de la définition du syndrome de l'imposteur, puisque peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est ou tout le monde n'a pas forcément exactement la même chose en tête. Moi, je vais partir sur une définition de base et après, on va la travailler ensemble. Donc, je vais te lire la définition que j'ai trouvée. Le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présenté comme un escroc, et ce, malgré ses capacités démontrées. Alors en gros, si on reformule un petit peu tout ça, on se rend compte qu'en effet, le syndrome de l'imposteur, c'est globalement quelque chose qui est plutôt lié à une peur d'une personne qui va donc travailler, réussir, se développer, etc. Mais avoir toujours l'impression d'être justement un imposteur, de ne pas être la personne qui mérite cette réussite, etc. Même lorsque c'est démontré que bah, cette personne travaille bien, qu'elle a des compétences, etc. Il y a souvent de la remise en question, le fait, voilà, d'avoir peur et de se remettre en question, de toujours douter. Les 2 symptômes principaux du syndrome de l'imposteur qu'on voit généralement, le premier, c'est l'impression de duper son entourage et la peur d'être démasqué. Donc vraiment cette sensation que tout le monde, au bout d'un moment, va se rendre compte que, bah, en fait, on n'est pas la personne que les autres pensent que l'on est, qu'on est en train de leur mentir ou tout le monde va se rendre compte de la supercherie. Donc ce côté, voilà, j'ai l'impression que je mens aux gens et en même temps, j'ai très, très peur d'être démasquée, j'ai très peur qu'on s'en rende compte. Et également le deuxième symptôme dont on parle un petit peu moins souvent, mais qui est quand même très important parce qu'il joue énormément sur, la motivation et comment on se sent, c'est l'attribution de la réussite à des causes externes et l'attribution des échecs à des causes internes. C'est-à-dire que généralement, quand on a le syndrome de l'imposteur, toutes les réussites qu'on va avoir, que ce soit décrocher un nouveau client, un nouveau contrat, refaire son site internet, à lancer une nouvelle offre, etc., tout ce qu'on arrive à faire, on va se dire: oui, mais j'ai de la chance, oui, mais c'est parce que un tel m'a recommandé, oui, mais c'est parce que, etc., etc. Donc en gros, c'est pas grâce à nous, c'est toujours grâce à une cause extérieure, donc ça, c'est la première chose. Et par contre, à l'inverse, on va aussi se dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un échec, quelque chose qui ne va pas, ce sera lié à des causes internes, donc ce sera lié généralement à nous. Donc par exemple, j'aurais dû me rendre compte de ça, j'ai mal fait tel truc, j'aurais dû, anticiper cette question, et cetera, et cetera. Alors, ça ne veut pas dire que c'est jamais des causes externes quand ça marche et c'est jamais des causes internes quand ça ne marche pas. On est bien d'accord là-dessus. Mais dans le syndrome de l'imposteur, généralement, en fait, on va justement systématiser ça. C'est-à-dire que ce sera toujours des causes extérieures si ça marche, c'est jamais grâce à nous. Et ce sera toujours des causes internes si ça ne marche pas, donc toujours à cause de nous si ça ne fonctionne pas. Et ce deuxième symptôme, je le trouve très intéressant parce que autant le premier, on en entend beaucoup parler, des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui ont ce côté où j'ai peur qu'en fait on se dise: «Mais, elle connaît pas ce qu'elle dit», ou «C'est pas la bonne personne pour faire ci, ça», et cetera. Alors que le deuxième, on en parle beaucoup moins et pourtant je trouve que c'est celui
que je vois le plus et que je ressens le plus. C'est-à-dire que moi, personnellement, par exemple, des 2 symptômes, bien sûr que ça m'est déjà arrivé de ressentir le premier, mais le deuxième, c'est celui que je ressens vraiment au quotidien. Alors que l'autre, c'est souvent sur un moment T, sur un projet, sur une demande particulière. L'autre, c'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de bien et tu peux demander à mes buddies preneuses, souvent, quand je leur envoie un message en mode: «Ah, j'ai telle personne qui m'a dit oui pour ça et tout» et cetera, ou «J'ai plusieurs demandes en ce moment» et cetera. Souvent, je vais répondre un truc du style: «Je sais pas pourquoi, mais c'est trop cool». En gros, c'est pas grâce à tout ce que j'ai mis en place, c'est pas grâce à ma création de contenu, c'est pas grâce à ma notoriété, c'est pas grâce à mon travail, au fait que mes clients sont contents de mon travail et cetera. C'est genre: «Ah, c'est trop bien, ça se passe bien en ce moment, je sais pas pourquoi, le ciel est d'accord avec moi, il veut être gentil, tant mieux». Alors que non, évidemment que, et souvent elles me le rappellent, d'ailleurs merci beaucoup Charlotte et Camille pour ça. Elles me disent: «Mais non, mais c'est parce que tu as mis en place des choses et du coup maintenant ça porte ses fruits». Donc c'est pour ça que je voulais te parler aussi de ces 2 symptômes parce que je trouve qu'on parle beaucoup du premier, on oublie souvent le deuxième. Les 2 sont liés justement au syndrome de l'imposteur. Il y a d'autres choses, mais c'est on va dire les 2 principaux. En 2021, j'avais fait une FAQ sur Instagram où j'avais dit aux gens: «Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à propos de l'entrepreneuriat et cetera». C'était notamment au moment où j'avais quitté mon poste salarié pour reprendre mon business à 100 parce qu'avant je faisais ça entre guillemets, c'était un 2 tiers, on va dire. Et donc à ce moment-là, j'avais fait une FAQ et j'avais demandé, voilà: «Posez-moi toutes les questions que vous avez», et cetera. Et il y a justement une personne qui m'avait posé la question: «Comment est-ce que tu as géré ton syndrome de l'imposteur?» Je vais te partager l'audio de ce que j'ai répondu. Alors, je suis désolée, la qualité est certainement un petit peu moins bonne puisque c'est, une story Instagram enregistrée il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Mais ça va te donner un petit peu justement ce que je disais, à l'époque. Comment as-tu fait face au syndrome de l'imposteur si tu l'as subi? Oui, je l'ai subi, je le subis encore. Notamment au début, je l'ai énormément subi. Mais vraiment, et du coup, je me dévalorisais beaucoup, aussi bien sur le plan technique que financier, clairement. Quelque chose que je vis encore aujourd'hui, même avec mon expérience, même avec ce que j'ai lancé. Tous les jours, je m'émerveille un petit peu du fait que les clients me fassent confiance, que ça se passe bien, etc. Évidemment, je mets les choses en place pour, mais j'ai toujours ce petit truc qui me dit ah, attention. Ce qui m'a aidé à moins le ressentir, ça a été déjà dans un premier temps de m'entourer des bonnes personnes, clairement. Et surtout dans un second temps aussi de lire et de vraiment prendre conscience des retours positifs que mes clients me faisaient. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même contents de mon travail, donc c'était cool. Puis il y a aussi le fait de se nicher ou de choisir une cible en particulier. Faut pas trop se comparer non plus aussi. Alors ça peut des fois aider, mais je pense que c'est pas l'idéal. C'est vraiment juste se rendre compte que ce qu'on fait c'est différent, c'est unique et c'est notre manière de faire qui fait que les gens aiment travailler avec nous. Une chose aussi importante sur laquelle je voulais juste revenir pour le syndrome de l'imposteur. Moi j'ai eu des expériences professionnelles passées. Il y a certaines qui se sont très bien passées, d'autres qui ont été vraiment catastrophiques et très traumatisantes même. Et donc ça joue beaucoup sur son syndrome de l'imposteur, ça c'est clair. Donc faut aussi être capable de prendre du recul sur ça, et notamment sur les expériences qui se passent pas bien. C'est juste aussi savoir prendre du recul, se dire ok, pourquoi ça s'est pas bien passé? Est-ce que c'est ma faute ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et comment est-ce que je pourrais faire que ça se passe super bien? Souvent on a des mentors, des personnes sur lesquelles on va se reposer, qui sont un peu des modèles, etc. Faut pas oublier, et pense-le, c'est que quasiment toutes les personnes qu'on apprécie comme ça, qu'on adulte, etc., elles ont quasiment toutes vécu aussi le syndrome de l'imposteur. Ça touche tout le monde. Donc voilà la réponse que j'avais apportée justement à cette époque-là. Je trouve qu'elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire que si on me posait la question, je pense que je dirais en quelque sorte la même chose aujourd'hui. Bien sûr, peut-être que je le formulerai pas exactement pareil et cetera, mais franchement le fond est toujours là. Et justement, c'est ce que je dis à la fin et je trouve ça vraiment intéressant de le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que l'on adule, que l'on pense intouchables, que l'on trouve incroyables et cetera. On a l'impression qu'elles n'ont pas le syndrome de l'imposteur et souvent ces personnes-là l'ont et l'ont beaucoup plus qu'on ne le pense. Elles l'ont pas forcément de manière, paralysante, c'est-à-dire ça va pas les empêcher de faire des choses, mais elles l'ont toujours en tâche de fond et cetera. Et justement, à travers cet épisode et à travers, ces témoignages que je vais te partager, je veux qu'on aborde, on va dire, plusieurs sujets. D'abord, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'il se manifeste, ce syndrome de l'imposteur, et des potentielles raisons. Ensuite, moi, je vais te partager un petit peu comment est-ce que j'estime qu'on peut y remédier et je conclurai justement sur, on va dire, pourquoi le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de positif. Pour commencer, savoir comment il peut se manifester, je vais te partager justement plusieurs témoignages. Donc je vais commencer d'abord avec celui de Sarah. Alors, je m'appelle Sarah, je suis graphiste freelance spécialisée dans l'identité de marque, donc dans le branding de marque, et je suis à mon compte depuis maintenant 2 ans, donc début 2021.
Et la dernière fois que j'ai ressenti ce fameux syndrome de l'imposteur, c'était il y a quelques mois lorsque j'ai pris la parole dans un salon au sujet de l'entrepreneuriat. C'est manifesté de diverses manières, c'est-à-dire énormément de stress, énormément d'angoisse, petite boule dans la gorge, estomac serré, et beaucoup de questionnements pour savoir si j'étais vraiment légitime de prendre la parole sur ce sujet-là et si vraiment les personnes allaient prendre du plaisir aussi à m'écouter et à entendre ce que j'avais à leur dire. Donc Sarah, on comprend que ça a été vraiment quelque chose qui a été physique pour elle, ça l'a mis mal physiquement, elle s'est sentie pas très bien et c'est également ce qu'a vécu Charlotte dans son témoignage que je te partage tout de suite. Hello, moi c'est Charlotte, je suis bras droit des entrepreneurs depuis fin 2019. Et la dernière fois que j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur, je le ressens assez souvent, mais la fois où c'était très flagrant cette année, c'était en janvier, lorsque, avec mon collectif d'indépendants, nous avons fait un meet-up, donc une conférence en fait devant une cinquantaine de personnes. Et donc nous étions chacun invités à parler d'un domaine d'expertise, d'une tendance en fait dans notre domaine liée à la communication. Et je n'ai pas réussi en fait à m'imposer, à trouver de sujets pertinents sur lesquels m'exprimer, surtout en public comme ça. Et j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur dans le sens où je me suis dit je ne suis pas experte comme eux et donc je n'ai pas ma place pour parler, pour prendre la parole et me prononcer sur un sujet. Je pense que ce qui m'a bloquée, c'est le miroir avec d'autres personnes, la possibilité de comparaison, le fait d'être devant une audience, bien sûr, et le côté vraiment expertise, vraiment prise de position, et donc risque bah, voilà, d'être contredite, de poser des questions, de faire polémique. Ça m'a fait très peur et du coup, ça m'a paralysée en fait dans le sens où je n'ai pas pris la parole, en tout cas pas directement. Et aujourd'hui, je le regrette un petit peu parce que je me dis qu'il y a des sujets sur lesquels j'aurais pu intervenir et que du coup, ça m'a effacé du reste du groupe. Donc voilà, ça a été vraiment paralysant sur ce côté-là. Ce qu'on note aussi dans le témoignage de Charlotte, c'est le côté paralysé et le côté regret. Et ça, je trouve ça très intéressant et je te reparlerai justement après sur en quoi le syndrome de l'imposteur est également quelque chose de positif. Mais ça lui a généré des regrets et quelque chose où elle se dit ah, si j'avais su à l'époque ou si j'avais osé, etc. C'est également ce dont nous parle un petit peu Clotilde dans son témoignage. Hello Bertie, moi c'est Clotilde, je suis assistante indépendante en gestion administrative et communication depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. La dernière fois que le syndrome de l'imposteur s'est manifesté pour moi, c'était juste avant d'animer un atelier en collectif. Quelque temps, à chaque fois avant, je me mets à avoir une peur bleue de cet événement-ci, je me mets à regretter et à culpabiliser d'avoir dit oui parce que je m'en sens pas capable, je me sens plus légitime, j'ai l'impression que c'est une montagne à gravir. Et du coup, ça me fait douter de moi et ça me fait perdre confiance en moi. Donc en gros, pour Clotilde, ce qui a été important, c'était le côté doute, perte de confiance et le côté regret. Pas dans le sens je l'ai pas fait, mais dans le sens sur le moment, le regret de oh, j'aurais jamais dû dire oui. Et ça, je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Alors des fois, ça peut être un j'aurais pas dû dire oui par flemme, hein, on est d'accord, mais des fois, c'est parce qu'on se dit oh, en fait, je suis pas prêt, en fait, je suis pas la bonne personne, ils vont voir que je suis pas à l'aise, etc., etc. Donc ce côté j'aurais pas dû dire oui, j'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans, et cetera. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous déjà ressenti, et je trouve que justement, c'est bien de mettre le doigt dessus parce que ça permet aussi de se rendre compte des choses, des fois, que l'on n'a pas envie de faire et de pourquoi on n'a pas envie de le faire. Et souvent, quand en fait, on y va, on le fait, comme, ce qui s'est passé notamment, par exemple, pour Sarah, Clotilde et Charlotte. Quand en plus on l'a fait derrière, on va pouvoir se dire: «Mais en fait, ça va, mais en fait, ça s'est bien passé». Et si en plus derrière tu as des retours positifs sur ton atelier, ta conférence, ton intervention, tu dis: «Mais non seulement ça s'est bien passé, mais en plus les gens ils sont contents». Ça te permet de garder ça en tête et te dire que la prochaine fois que tu vas te dire: «Ah non, j'aurais pas dû dire oui, ça va mal se passer et tout», dis-toi: «Attends, la dernière fois que j'ai ressenti ça, en fait ça s'est bien passé et puis j'ai eu des bons retours, donc bah allons-y». Et tu verras que tu seras de plus en plus à l'aise par rapport à ça. Et peut-être que justement, comme Charlotte, cette fois-ci, tu te diras: «OK, bah, cette fois-ci, j'y vais». Pour ma part, justement, comment il se manifeste généralement, c'est aussi l'impression de vendre trop cher. Donc ça va beaucoup avec le côté j'ai l'impression d'être,
de voler les gens. J'ai l'impression de ne pas mériter, on va dire. Et ça, merci beaucoup d'ailleurs à Charlie, je lui fais un petit coucou au passage, qui m'aide beaucoup à travailler là-dessus. Mais voilà, c'est aussi quelque chose où des fois, j'ai, ces petits problèmes-là. Alors ça, je pense aussi que tout le monde l'a déjà vécu, où on fait son devis, on sait que le prix, il est juste et tout, il y a pas de problème, mais au moment de l'envoyer, on se dit: «Ah ouais, mais je pense que ça va pas passer, peut-être qu'il va me trouver trop cher». Peut-être que, en fait, la personne, elle va se dire quoi? Mais elle se prend pour qui pour me faire payer ce prix-là? Et cetera. Je te vois, hein, derrière tes écouteurs, je sais que tu as déjà certainement ressenti ça. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça vient notamment du syndrome de l'imposteur, ce côté: «J'ose pas vendre au prix auquel je pense que moi, je devrais vendre». Et le côté, bah, tiens, au dernier moment, je vais faire une ristourne ou je vais baisser mon prix pour aucune autre raison que, bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur que ça passe pas. Alors là, je vais pas aller plus loin là-dessus forcément, mais tu pourras écouter mon épisode où je parle, avec Charlie justement de comment poser ses prix et cetera. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, qui pourraient t'aider dans cet épisode pour, on va dire, aller plus loin et vaincre cette peur-là, en particulier notamment de la partie prix et cetera. Également, ce qui m'arrive régulièrement, c'est le regret d'avoir dit «oui» et ça, clairement, ça m'arrive très souvent et je pense que, je j'en parle pas beaucoup parce que mon but aussi, c'est pas de comment dire? Quand par exemple on m'invite à faire une conférence ou on me demande d'intervenir dans un cours sur un sujet et cetera, je me sens pas après de partager forcément en story ou quoi le fait que: «Ah non, j'ai trop pas envie d'y aller, j'ai trop peur, je sens que ça va être la merde, je vais pas être la bonne personne» et cetera. Parce que j'ai pas envie alors déjà ça peut me décrédibiliser, c'est sûr, mais j'ai pas envie que mes clients se disent: «Ah bah super, elle vient à reculons» ou les personnes qui m'ont invité sur des podcasts ou des conférences de dire: «Ah bah super, elle a pas envie de venir en fait». Enfin, donc voilà, donc c'est pour ça que je le partage pas forcément et puis je pense que c'est pas forcément utile de le partager, avec tout le monde. Mais je trouve que c'est aussi une des choses que je ressens le plus, on va dire, au quotidien, ce côté: «Ah j'aurais jamais dû dire oui, je serais pas la bonne personne pour ça. Ils vont trouver mieux, c'est sûr». Donc si toi aussi tu as déjà ressenti ça, n'oublie pas que, bah, ça peut être aussi lié à ça et dans ces cas-là, bah, justement, on va voir après comment est-ce qu'on peut y remédier. Un autre cadre dans lequel ça peut être aussi très compliqué, et que le syndrome de l'imposteur peut se manifester de manière assez forte, c'est notamment sur certaines, activités, certains secteurs d'activité où il y a pas forcément de cadre légal. Donc c'est-à-dire que tu as pas un diplôme officiel pour exercer ce métier-là. Parce que c'est vrai que souvent le diplôme va aider à minimiser le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, si j'ai le diplôme pour faire tel métier, bah, je suis légitime de le faire». Alors que quand on n'a pas le diplôme, souvent on va se dire: «Bah, je suis peut-être pas légitime» ou en tout cas, aux yeux des gens, je pourrais ne pas avoir l'air légitime. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, quand il y a pas forcément de cadre légal, ça peut être compliqué. Mais également lorsque, quand tu accompagnes des personnes, c'est pas quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui reste privé entre toi et la personne que tu as accompagnée, et que du coup, il y a pas forcément beaucoup de retours de la part de tes clients dans le sens où peut-être qu'ils te font pas de retour à toi et peut-être même qu'ils ne partagent pas leur expérience positive. C'est le cas notamment de Marion qui nous explique ça à travers, son témoignage. Bonjour à tous, moi c'est Marion, énergéticienne depuis 2019 au sein des Intuitions de Marion. J'ai quitté le salariat depuis 2020 et donc je suis entièrement à mon compte depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Le syndrome de l'imposteur, lorsqu'on est énergéticien, c'est vraiment un travail de tous les jours parce que l'activité professionnelle n'est pas du tout réglementée, il n'y a aucun cadre légal pour exercer ce type de profession, il n'y a pas de certification diplômante, il n'y a pas d'engagement professionnel, il n'y a pas de charte, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cadre. Et en plus de ça, évidemment, on travaille dans le domaine des croyances, et donc ça ne repose sur aucun fait empirique, aucun fait qui est possiblement prouvable concrètement pour l'autre. Les apports d'une séance restent uniquement entre le praticien, donc là moi pour ce cadre-là, et le consultant en face. Le bénéfice n'est visible que pour le consultant et il n'y a aucune possibilité de le démontrer, de le prouver. Parfois, certains de nos consultants ne nous tiennent pas au courant de ce que donne une séance, et donc forcément ça peut ouvrir cet espace de doute et de se sentir complètement imposteur. Et ça arrive aussi de temps en temps quand les séances n'apportent pas de bien-être à l'autre, où on peut s'en sentir particulièrement impacté. C'est vraiment moi la dernière fois où ça m'est arrivé, où j'ai reçu un petit retour qui n'était pas négatif, mais où la personne ne sentait pas vraiment les effets de la séance, et c'est impactant. Donc pour Marion, ce qui est le plus compliqué, c'est justement ce côté où déjà, comme il y a pas de cadre légal, c'est complexe parce que la légitimité est difficile à prouver, on va dire. En plus, les clients partagent pas forcément les retours, même quand ils sont positifs. Et puis, beh, comme toute pratique, il est aussi possible que, bah, ça ne fonctionne pas.
Là, on parle, de tout ce qui va être, pratique énergétique, mais ça peut être pareil comme moi, je t'avais déjà dit sur un épisode précédent où je t'expliquais qu'avec une cliente, ben, on avait arrêté de travailler ensemble parce que ça ne matchait pas. Ça peut arriver que ça ne matche pas et c'est pas forcément négatif dans le sens, ton travail, c'est de la merde. C'est pas forcément ça, c'est juste ça matche pas avec cette personne-là en particulier. Donc ces retours-là aussi peuvent te fragiliser, on va dire et renforcer ton syndrome de l'imposteur en disant: «Bah oui, en fait, la preuve, cette personne, elle trouve que ce que je fais, c'est pas bien, donc c'est sûr que ce que je fais, c'est pas bien». Alors que non, c'est juste que peut-être que ça ne lui correspond juste pas. Maintenant qu'on a vu comment ça peut se manifester et comment est-ce que les gens peuvent réagir par rapport à ça, je vais te donner quelques éléments sur comment y remédier. En tout cas, moi, ce que j'essaie de mettre en pratique. Il y a plein de choses, hein. Je vais pas pouvoir être exhaustive, mais je vais te donner en tout cas des tips que moi j'utilise et qui me font du bien et qui fonctionnent en tout cas pour moi. Déjà, un truc très important, et je l'ai déjà dit un petit peu dans cet épisode, c'est qu'il faut que tu te bases sur les retours que l'on te donne. Quand tu travailles depuis quelques mois, quelques années notamment, alors pour ceux qui se lancent, c'est un petit peu plus complexe certainement, mais pour ceux qui travaillent déjà depuis quelques années, tu as déjà des retours clients, tu as des clients qui sont déjà contents. Si tous tes clients, 100 de tes clients n'étaient pas contents de ton travail, soit tu aurais arrêté, soit tu aurais changé de voie. Donc, n'oublie pas ça, c'est que tu as des clients qui sont contents de ce que tu fais pour eux. Ces retours-là sont précieux pour te rappeler que oui, ce que tu fais, c'est bien et tu le fais bien. Pour appuyer ça, je vais te partager, le témoignage de Guillaume. Bonjour, alors moi c'est Guillaume, je suis photographe sur la région nantaise depuis 2018. Le syndrome de l'imposteur, moi il s'est principalement manifesté au début. Ça a été un énorme frein pour me lancer, comme tout le monde je pense. Et puis je me suis dit tant pis, hein, il suffit de regarder le nombre de restaurants et le nombre de food trucks qu'il y a et qui ouvrent tous les jours. Je me dis bon en fait il y a de la place pour être photographe. Et puis un photographe m'a dit mais Guillaume, de ce que je vois de tes photos, lance-toi. J'y croyais pas trop mais je me suis dit allez je l'écoute. Et puis je me suis lancé. Bon, le syndrome de l'imposteur, il a toujours été un petit peu présent. Moins aujourd'hui, il revient. Des fois, j'ai des périodes de doute, ça arrive. Mais il est moins présent parce que j'ai les retours de mes clients maintenant, les retours de mes amis, de ma famille. Et je suis forcé de constater, hein, du coup, que je fais pas un si mauvais travail que ça. Du coup, le syndrome de l'imposteur, j'ai tendance à maintenant un petit peu le dompter. Et puis maintenant, je le vois un peu comme un coup de boost. Parce que si j'avais pas ce syndrome de l'imposteur, je serais du genre à dormir un peu sur mes acquis. Et en fait, il me booste pour m'améliorer, voilà, pour pas rester sur un travail simple et d'être en perpétuelle phase d'amélioration. Donc voilà, ça peut être un frein, mais ça peut être aussi un énorme coup de boost. Donc n'ayez pas peur du syndrome de l'imposteur. Donc ce qui est bien, c'est que justement, Guillaume, il a vaincu son syndrome de l'imposteur en se basant sur les retours et les encouragements qu'il a eus et ça, je trouve que c'est très important et sur la passion qu'il a évidemment, pour son métier et en parlant de ces retours-là, il y a une technique que moi j'utilise et que je conseille et qui d'ailleurs a été appliquée par Claire, dont je vais te partager le témoignage. Donc salut, moi je suis Claire, j'ai 35 ans et j'accompagne les voyageurs dans la préparation de leurs vacances avec mon entreprise qui s'appelle Salmon Voyage. Et Salmon, c'est pour le saumon qui voyage à contre-courant. Donc concernant le syndrome de l'imposteur, en fait, je l'ai toujours ressenti depuis mes débuts. Donc moi, ça fait 6 ans que j'ai lancé mon entreprise. Je l'ai toujours ressenti, surtout au début, parce que en plus, je me lançais dans un métier qui n'existait pas. Donc j'ai tout créé et là, en fait, j'ai douté dans tous les sens, avec des personnes qui me demandaient déjà pourquoi je laissais ma carrière d'ingénieur de côté pour me lancer dans un métier qui n'existait pas, qui s'apparentait à du loisir. Donc ça a été très compliqué et je pensais m'en être relativement bien débarrassée. Et en fait, là, on est en novembre 2023 et je l'ai ressenti en octobre 2023. Mais clairement, je l'ai pris en pleine tête. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la même semaine 2 clients qui ont remis en question mes tarifs. Tarifs que j'ai augmentés forcément en 6 ans, ce qui est normal. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de la valeur de mon service et de mon travail. Et il faut l'assumer aussi derrière, parce que c'est pas évident d'augmenter ses prix et de se dire ok, voilà ce que je vaux et voilà ce que valent vraiment mes services. Et là, cette semaine-là, j'ai une cliente qui m'a dit que finalement, elle avait fait des recherches toute seule, mais qu'en fait, donc ça coïncidait en fait avec mon voyage au Vietnam, et ce qui fait que j'ai pas pu l'aider à ce moment-là. Enfin bref, elle est venue me dire qu'elle avait payé trop cher. Et là, en fait, j'étais entre l'énervement et l'incompréhension, clairement. Et donc là, je me suis remise en question. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu anticiper? Donc j'ai trouvé les réponses. Mais là, ça m'a mis une claque quand même, et je me suis dit, mais à quoi je sers en fait? Et ensuite, j'ai eu ce deuxième client qui, en fait, n'avait pas vu que le prix était par adulte au niveau du forfait recherche que je propose. Et en fait, du coup, ça multiplie par 2
le forfait. Donc, au lieu d'un forfait à 300 euros, lui, dans sa tête, c'était un forfait à 600 euros. Et là, j'ai douté comme pas possible. Et j'ai laissé. J'ai dit, mais non, mon forfait, il vaut 600 euros pour ce voyage. Et vraiment, toute la semaine, je me suis posé des questions et en fait, on en vient à remettre sa vie et son entreprise en question en se disant, mais est-ce que je vaux vraiment la peine? Est-ce que mes services servent vraiment? Et après avoir construit ça pendant 6 ans, on remet tout en question. Alors qu'on avait pris la confiance, et c'est un truc de fou, de prendre ça en pleine tête, et c'est cool parce que ça permet de se remettre en question aussi, mais moi je trouve ça incroyable d'avoir encore ce syndrome de l'imposteur qui revient malgré tout. En fait, on s'en sera jamais débarrassé vraiment. Et du coup, en fait, j'ai été rassurée parce que, comme par hasard, la même semaine, j'ai reçu des messages de dingue de clients qui étaient en vacances et qui étaient hyper satisfaits. J'ai reçu des messages sur Instagram, mais vraiment très spontanés, qui n'avaient même pas un lien avec un voyage, pour me dire que ce que je faisais c'était super, que je les avais déjà aidés pour un voyage il y a plusieurs mois ou plusieurs années et que ça avait vraiment changé leur vie. Et en fait, ces messages m'ont conforté dans l'idée que non, bah, j'avais pas besoin de tout remettre en question à chaque fois que j'avais une mauvaise expérience ou une expérience qui fait grandir. Hein. Clairement, il y a toujours un cadeau derrière. Et là, en fait, bah, je me suis inspirée de toi, Bertille, parce que t'avais mis sur Instagram en story que tu faisais une boîte à câlins quand bah, ça allait pas forcément et que tu mettais tous tes messages positifs que tu pouvais recevoir. Et donc, je me suis créé cette petite boîte à câlins voilà sur mon téléphone et je fais des screens à chaque fois que je reçois un super message et voilà, ça va être mon réconfort quand j'aurai des moments un peu plus down et c'est normal aussi parce que tout ne peut pas être rose et heureusement parce que sinon on ne pourrait jamais apprécier ces moments-là. Donc merci à toi pour ce super conseil et voilà donc mon expérience sur le syndrome de l'imposteur même 6 ans après, c'est toujours présent. Et voilà, la boîte à doudou, ou la boîte à réconfort, ou la boîte à mots doux, tu l'appelles comme tu veux. Moi, elle se matérialise d'une manière très simple. C'est une page Notion, donc, puisque tu sais que je suis une grande fan de Notion. C'est une page Notion dans laquelle je vais mettre tous les screenshots que j'ai faits des retours positifs que j'ai eus. Que ce soit le retour d'un client qui me dit «Ah, c'était trop bien, j'adore, ce que tu as proposé» et cetera, ou quelqu'un qui m'envoie un message en mode, «Ton dernier épisode de podcast, il était super». Bon, d'ailleurs, si tu veux te retrouver dans, ma petite boîte à doudou et ben, il suffit de m'envoyer un message pour me dire que tu as apprécié cet épisode, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésite pas, si tu écoutes cet épisode en audio, à me l'envoyer sur Instagram. Et donc cette boîte à doudou, l'avantage qu'elle a, c'est que, ça te permet quand ça ne va pas ou même des fois quand juste tu as besoin d'un peu te rassurer, d'aller dedans et te dire: «Ah, c'est vrai que j'ai eu ces retours-là» et franchement, ça fait vachement de bien. C'est pas, se jeter des fleurs, hein, c'est juste, bah, voir ce que les gens ont vraiment dit sur toi et ça, vraiment, ça fait énormément de bien. Tu peux aussi y mettre, et c'est ce que je fais moi, pas que des retours clients. C'est-à-dire que, par exemple, aussi, j'ai des personnes que j'apprécie énormément, qui sont pour moi des mentors, et quand ces personnes-là ont commencé à s'abonner à mon contenu et à interagir avec moi, j'ai aussi, mis, des petits screenshots de ces passages-là, de ces moments-là qui ont été importants pour moi, et qui me font du bien au quotidien de me dire: «En fait, oui, ces personnes-là aussi suivent mon contenu, réagissent, interagissent avec moi et bah, ça me fait du bien aussi». Et en plus, j'ai des personnes qui, des fois, de manière spontanée, vont juste m'envoyer un message en mode: «Franchement, bravo, c'est trop bien ce que tu fais» et c'est tout, mais c'est incroyable de recevoir autant d'amour et autant de gentillesse et cetera. J'ai des anciens élèves, par exemple, qui viennent me dire ça en message privé sur Insta, par exemple, ou même sur mon compte LinkedIn des fois, et quand tu t'y attends pas, ça fait hyper plaisir. Si tu en as déjà reçu, je pense que tu vois exactement ce que je veux dire par là. Et justement, dans ces cas-là, screenshot ça et mets-le dans ta boîte à doudou, à boîte à réconfort, appelle-la comme tu veux, pour pouvoir revenir dessus quand tu en auras besoin. De manière générale, les retours que tu reçois, qu'ils soient, positifs ou négatifs, ce qui peut t'aider à remédier à ton syndrome de l'imposteur, c'est de toujours les voir de manière constructive. C'est une bonne occasion pour faire mieux la prochaine fois. Si tu as un retour qui est négatif, alors bien sûr, je te prends les retours négatifs constructifs, hein, je te prends pas les retours du style, «Ton post est nul». Ça veut rien dire ça. Franchement, ça, c'est poubelle, on s'en fiche, c'est juste des aigris ça, on laisse tomber. Mais quelqu'un qui dit: «Ah, je trouve ça dommage, tu aurais pu parler de ça comme ça» ou «J'aurais apprécié que tu parles de ça» ou «Mais tiens, sur l'accompagnement qu'on a eu ensemble, il m'a manqué ça» et cetera. Vois-le comme une occasion de te dire: «OK, ça, c'est quelque chose que je dois améliorer, donc la prochaine fois, ce sera encore mieux». Pour conclure, moi, en tout cas, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est pas une mauvaise chose.
Comme je te le disais, moi j'y vois beaucoup d'avantages en fait. Il devient mauvais, il devient nocif quand il te paralyse et qu'il t'empêche d'avancer. Là, oui, c'est très problématique. Mais il peut te permettre aussi plein de choses positives. Par exemple, ça peut être aussi un allié pour garder les pieds sur terre quand tout va trop vite. Je sais qu'Aline de The Bee Boost, elle en a déjà parlé, le fait que des fois, quand tout décolle trop vite, quand tu commences à avoir une entreprise qui fait un certain chiffre d'affaires assez élevé, que tu accompagnes de plus en plus de personnes régulièrement et que ça commence à faire un chiffre assez gros et conséquent, et que tu te dis: «Ouh là là, est-ce que je vais devenir, vraiment, quelqu'un qui n'est plus du tout connecté avec sa cible, qui prend tout le monde de haut et qui parle, et cetera?» Et ben, le syndrome de l'imposteur peut te permettre de temps en temps de te dire: «Attends, redescends un petit peu. Certes, c'est très bien tout ce que tu as fait, mais allons-y mollo, dégonfle un peu tes chevilles». Donc ça, je trouve que ça peut être intéressant pour ça, quand les choses vont trop vite, notamment. Également, ça peut te permettre d'identifier tes propres peurs et les limites de ta zone de confort. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le syndrome de l'imposteur, il peut justement te mettre ça en avant. Par exemple, si on reprend les témoignages qu'on a eus, l'idée de se dire, bah, tiens, de faire une conférence devant plusieurs personnes, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, mais quand je l'ai fait, je me dis, ah, en fait, j'aurais pu faire mieux. Ah, bah, j'aurais pu dire ça. J'aurais pu oser parler de mon expertise, etc. Donc ça, c'est intéressant, je trouve aussi pour ce point-là. Ça peut également te permettre de te remettre en question pour faire évoluer ton business, ton offre, ta manière de fonctionner, et cetera. Comme je te le disais juste avant, prends les retours comme quelque chose de constructif et une manière de pouvoir faire évoluer les choses. Si on reprend les 2 symptômes dont on a parlé, l'impression de duper l'entourage et la peur d'être démasqué, ça, tu peux peut-être essayer de le soigner avec, justement le fait des retours positifs que tu as, de les compiler, de les garder. Et la peur d'être démasqué, c'est aussi des fois tu te rends compte que, tu as fait les choses telles que toi tu pensais les faire et les gens sont quand même contents. Tu te dis: «Mais en fait, j'ai fait les choses, j'étais persuadée qu'en faisant comme ça, tout le monde allait me pointer du doigt en me disant: "Mais c'est pas la bonne personne, enfin voilà, il y a quelque chose qui va pas"». Et en fait, non. Donc tu te dis: «Mais en fait, j'ai été démasquée, oui et non». C'est-à-dire que les gens m'ont vraiment vu à visage découvert, mais en fait, ça va». Ces éléments-là et ces retours-là peuvent t'aider justement, je pense, à soigner, on va dire, ce symptôme-là. Sur la partie de l'attribution des réussites à des causes externes et des des échecs à des causes internes, également, n'oublie pas que faire des retours sur ce que tu as mis en place dans ton entreprise, sur justement le fait de: «J'ai mis en place telle campagne et ça m'a apporté ce nombre de clients-là. Ce poste-là a performé et donc m'a permis de décrocher telle chose, et cetera. J'ai retravaillé mes offres qui fait qu'elles sont plus claires et donc quand je les propose aux gens, elles sont plus faciles à comprendre et je convertis mieux». Le fait d'avoir des analyses, on va dire, un petit peu plus analytiques, et ben, du coup, ça va aussi te permettre de te rendre compte que, en fait, c'est pas forcément que des causes extérieures si ça fonctionne bien pour toi. C'est aussi que toi, ça marche tout simplement. Et d'ailleurs, si ça fait déjà plusieurs mois, années que ça fonctionne pour toi, dis-toi que si ça avait dû se casser la gueule, ça serait déjà le cas. Il y a de fortes chances. Donc ça veut quand même dire que c'est pas que à cause de l'univers que tout va bien. C'est peut-être aussi parce que tu y mets du tien. Et l'univers te donne un coup de pouce potentiellement, mais c'est surtout que toi, tu y mets du tien et tu fais en sorte que ça marche. Pour les causes, les échecs que tu intériorises, on va dire, sur toi, c'est pareil. Le côté analytique peut te permettre de dire: «OK, ce mois-ci, j'ai fait moins de je sais pas, j'ai eu moins de clients, mais en même temps, tous les ans, en août, je fais moins de clients». Donc peut-être que c'est pas uniquement lié à moi et à mon entreprise et à mon offre, mais tout simplement à la saisonnalité de mon produit. Et ça peut aussi, je reviens sur ce que je disais avant, te dire, justement: «OK, je fais moins de clients en août, comment je fais pour en faire plus? Ou pour en faire le même nombre que les autres mois?» Et donc là, c'est à toi de travailler sur ton fonctionnement de ton système, ce que tu peux proposer, et cetera. N'oublie pas que quand tu doutes, il y a des personnes qui te voient de loin et qui se disent: «J'aimerais tellement pouvoir faire comme lui ou elle». Et ça peut être par rapport à, déjà, le fait de se lancer à son compte. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui se disent: «Waouh, moi aussi j'aimerais être à mon compte». Même s'ils savent pas tout ce que tout ce qu'on vit au quotidien, et ne serait-ce que ça, il y a des personnes qui vont te voir en disant: «Ah, j'aimerais trop pouvoir faire ça». Ça peut être aussi oser prospecter. Il y a des personnes qui vont te voir en disant: «Je vois qu'elle, il ou elle, il arrive à prospecter sans problème, j'aimerais trop réussir à faire ça». Que ce soit ne serait-ce que créer du contenu régulièrement, oser faire des stories face cam, ce genre de choses-là. N'oublie pas qu'il y a des gens, quand ils te voient faire, ils se disent: «Waouh, moi aussi j'aimerais faire ça». Et en fait, ce que toi tu estimais être: «Ah, je fais pas assez bien», et cetera, eux, ils trouvent ça déjà génial. Donc prends le syndrome de l'imposteur par la main, vois-le comme un ami qui peut être un peu embêtant mais pas méchant, et qui va être surtout là pour te challenger et t'aider à garder les pieds sur terre, tout en essayant d'améliorer tes offres, ton contenu, ta manière de fonctionner, et en te permettant d'évoluer, en fait, tout simplement avec ton entreprise, ton business et ta manière d'accompagner les gens aujourd'hui. J'ai terminé cet épisode, il était un petit peu long, notamment avec les témoignages, et cetera, mais franchement, j'ai adoré. Je suis trop contente de pouvoir te proposer ce format-là.
J'espère qu'il t'a plu. Si jamais tu as apprécié cet épisode, déjà, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast et également de pouvoir le noter si ta plateforme le permet. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, ça me fera super plaisir justement de pouvoir avoir tes retours, tes expériences, etc. Je serais ravie de pouvoir en parler avec toi. Vas-y, lâche-toi, ça me fera super plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact@lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.